Donc ce soir, nous accueillons à l'APE Marie-Jean Sauré, qui est psychanalyste, qui est de Toulouse, et il est invité. Enfin, c'est une grande joie, un grand plaisir de vous recevoir, monsieur. Et pour votre roman qui s'appelle Le roman des hommes au loup, avec quelque chose de particulier, que c'est sous le titre, il y a écrit policier. Donc, je voulais lire quelque chose, si vous me permettez, quelques lignes du début de votre livre, d'un passage de votre livre où vous écrivez Retour sur la scène du crime. Donc c'est peut-être pour ça et que vous avez écrit donc ce livre d'une manière comme si c'était une enquête, comme si c'était un roman policier. Je lis quelques lignes et après vous vous présenterez, vous pourrez commencer votre conférence. Alors que je me débattais avec les diagnostics de l'homme au loup, je me réveillais un matin avec la réflexion suivante. Malgré les indices de névrose recueillis de ma propre analyse, les amis, et les moins amis, qui épinglent ma folie ont peut-être raison. Au fond, ce à quoi je suis le plus attaché, et non pas le fait de savoir que je suis de telle structure, névrotique ou psychotique, mais de ce que la psychanalyse m'a permis de construire avec cette structure. De ce point de vue, il est clair au moins à mes yeux, et pour la satisfaction de quelques autres, que le monde est nettement moins viable depuis ma cure qu'avant. Et je trouvais ça intéressant de lire ce petit passage d'abord pour inciter peut-être les membres de l'APE et les futurs analysants. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Je voulais citer ça pour en entrer en matière et que j'avais trouvé ça intéressant que vous, sur un livre de psychanalyse, il y a écrit policier. Voilà, je me suis dit peut-être que d'où vient ce symbole. Et même après tout, je me suis dit, allons plus loin. Est-ce qu'il n'a pas voulu écrire policé, de vouloir polir quelque chose? Non, j'ai rajouté ce policier. Enfin, il y a une petite histoire pour souligner le caractère roman qui me paraissait pas assez fort. Mais je l'ai mis entre parenthèses parce que quelques personnes qui l'ont lu comme si c'était un polar m'ont dit que, ben, comment on pourrait dire ça? Bon, en tout cas, qu'elles s'étaient pas ennuyées, mais c'était pas tout à fait retrouvé dans ce genre de littérature. Je sais pas trop par quel bout commencer. Euh, Racontez-nous votre parcours de psychanalyse, de ce que vous allez aussi organiser à Paris là, le 30 de ce mois prochain, de novembre, et comment vous êtes arrivé à écrire ce livre parmi tous vos autres livres. Il faut le signaler que vous n'êtes pas à votre premier livre. oui, euh, comment dire les choses? Bon, il se trouve que, pour pas être trivial, enfin, je suis né dans le sud-ouest, mais le hasard fait que j'ai fait mes études un peu partout. Je suis issu d'une famille nombreuse et moi-même j'ai demandé à aller en pension, un peu comme on échappe à une masse de frères et sœurs au demeurant que j'adore, hein, c'est pas la question. Et ça m'a amené à rencontrer la psychanalyse une première fois ben, en classe de philo, en terminale. Là, j'étais à côté de Châteauroux et d'une façon, bon, avec un prof de philo, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui nous parlait de Freud, qui a singé un Rorschach. Et j'ai le souvenir d'une forfanterie parce que il nous faisait faire des tâches associées dessus, puis il interprétait. Et moi, j'ai demandé à mes copains qu'est-ce qu'ils voyaient dans la tâche que j'ai faite, ce qu'il a interprété en me disant des choses qui me concernaient de façon très juste. Et donc, j'ai pensé que cette affaire-là était une escroquerie. Bon, ça l'était, au demeurant. Et ensuite, je suis allé de là à Lyon et à Strasbourg, où alors là, c'est un peu particulier. J'ai fait des études de théologie à l'université, et notamment parce qu'à Strasbourg, c'était une université d'État. Et je suis allé en théologie en cherchant quelque chose qui devait concerner, ben, pour dire les choses un peu bêtement, comme ils disent, pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien? Qu'est-ce que je fais là-dedans, quoi? Quelque chose comme ça. Mais là, j'ai rencontré plusieurs psychanalystes, dont un en théologie,
qui s'appelle Roland Sublon, je crois qu'il est toujours vivant, qui était et qui faisait un cours d'éthique et qui nous a fait un cours à partir du séminaire 7 de Jacques Lacan. Je n'y ai pas compris grand-chose, mais j'ai pensé que c'était ça. Ça m'a mordu. Et je suis passé par Paul Ricoeur. À partir de là, je me suis mis à lire de l'interprétation. De Ricoeur, j'ai pas retenu grand-chose parce que l'herméneutique, c'était pas ma tasse de thé. Mais par contre, il y avait un commentaire méticuleux de Freud et de l'esquisse d'une psychologie scientifique et de fonction et champ de la parole et du langage. Et là, ça a été une espèce de révélation qui fait que, passé ces 3 années, je suis revenu à Toulouse en pensant que la psycho, c'était l'endroit où on, ça y est, on enseignait la psychanalyse. Bon, à Strasbourg, j'ai fait d'autres rencontres avec un type qui était un professeur de, je ne sais pas comment on pourrait dire, de théologie fondamentale, qui s'appelait Maurice Nédoncel, et qui est en réalité une référence indirecte de Lacan, puisqu'il est le traducteur de la grammaire de l'assentiment que cite Lacan. Bon, et qui lui, par contre, avait écrit un petit livre pour à l'adresse des chrétiens, afin qu'ils se méfient de la psychanalyse. Et j'ai fait avec lui mon premier mémoire de psychanalyse, auquel il m'a mis une très bonne note en me disant: «Mais vous croyez que c'est aussi simple?» Que je ne partageais pas tout à fait son point de vue, disons. Mais un type très ouvert, demeurant. Bon. Puis je suis arrivé à Strasbourg et là, grosse déception, à Toulouse, je découvre que la psychologie est une idéologie. Enfin, je reste convaincu de ça. Mais heureusement, j'y rencontre un psychanalyste qui est aujourd'hui un de mes amis, qui s'appelle Pierre Bruno. Et donc, je trouve le travail encore aujourd'hui assez fantastique. Et c'est ça qui m'a permis de rester. J'y suis tellement resté que j'y suis resté prof et j'en suis sorti il n'y a pas très longtemps. Moi, j'étais un étudiant, je crois, jusqu'en 2016, il me semble. J'ai dû partir en 2016. La psychanalyse, ce qui m'a fait rencontrer la psychanalyse, c'est donc je vous ai dit comment je l'ai rencontré intellectuellement, parce que j'avais des préoccupations de type existentiel, on va dire, qui se sont complètement déplacées avec la psychanalyse. Heu, Bien que j'ai fait, dans le même ordre d'idées, une première thèse en psychologie sur une approche psychanalytique des phénomènes de croyance. Ça a été pas tout à fait mon premier livre, mais c'était vraiment un travail qui m'a vraiment occupé et dont la thèse principale, c'est que la croyance, ça implique qu'on sache que l'objet de la croyance puisse ne pas exister. Vous voyez, c'était pas une thèse massive. C'était une époque où la théorie en psychologie, c'était celle de la dissonance cognitive, théorie dominante, qui expliquait par contre les bouger dans les croyances par le fait des contradictions que le sujet pouvait éprouver. Bon, c'est depuis que les sujets ne s'embarrassent pas avec les fake news et tout ça, ça les gêne pas beaucoup. Regardez les dernières élections aux États-Unis. Et, et là, on peut dire que c'est vraiment la découverte de l'inconsistance du savoir en psychologie qui m'a précipité dans une espèce de, je dois dire, d'angoisse d'un côté. De l'autre côté, c'est la rencontre amoureuse. Bon, c'est des choses très concrètes hein, qui font que tout d'un coup, on se dit, ben, ça serait bien peut-être de tout d'un coup de se dire, mais au fait, la psychanalyse, c'est aussi une pratique. Et donc, je suis rentré en analyse dans les années, je ne sais plus, 74 peut-être. Non, un peu plus tard. Ça doit être 75, 76. Et bon, donc je fais une très longue analyse, je suis rentré en analyse. Et là, pour arriver à l'homme au loup, je faisais, on suivait des séminaires de psychanalyse. Je dois dire que je me suis efforcé de lire ligne à ligne tout le Freud disponible en français. J'avais le temps parce que franchement, la psychologie ne m'intéressait pas beaucoup. Et, et, euh,
et là, j'ai vraiment eu une difficulté particulière à comprendre Freud d'un certain point de vue. C'est pas que je comprenais pas les phrases, mais j'avais l'impression que beaucoup de choses n'étaient pas très cohérentes ou et là, j'ai découvert quand même que la traduction française à l'époque n'était pas si bonne que ça, malgré les noms prestigieux qui étaient associés. Et à tel point que j'ai fait une autre thèse là dans la foulée. Bon, c'était comme ça la formation universitaire à l'époque, thèse de troisième cycle, thèse d'État. Et cette thèse d'État, je l'ai fait sur l'infantile et déjà, bien que j'avais un début de pratique, clinique, je l'ai soutenue en 87, donc j'ai dû la commencer dans les années après ma première thèse en 80 mettons. Et là, j'avais déjà commencé à avoir une pratique clinique en institution et de recevoir un petit peu, à partir de 81. Mais je n'avais pas de pratique suffisante pour alimenter, disons, les questions que je me posais. Et donc, la clinique de Freud, les 5 psychanalyses ont été un véritable vade-mecum pour moi. Il y a pas que les 5 psychanalyses, parce que quand on lit Freud, on découvre qu'il y a des tas de vignettes de psychose, et bien d'autres cas qui sont éparpillés de ci, de là. Euh, et ma thèse d'État, je l'ai faite sur la question, je l'avais intitulée De l'infantile à la structure. L'idée, c'est qu'on va retrouver l'homme-loup là aussi en filigrane, c'est que l'infantile, ce qui de l'enfant ne se développe pas, c'est un peu la matrice du fantasme qui règle la vie à l'âge adulte en quelque sorte. Enfin, qui règle la vie du sujet. Et puis là-dedans, il y avait une pièce centrale qui était le petit Hans. Le petit Hans, c'est sa phobie du cheval. Bon voilà, qui a été un peu le cœur disons, de ce travail. Et dans le même temps, épisodiquement, comme j'avais lu les 5 psychanalyses, que ce soit Schreber, l'homme au rat et l'homme loup, mais l'homme loup, je ne sais pas, c'est un peu des circonstances. Ça a été un des premiers travaux qu'on m'a demandé de parler de l'homme loup. Donc, de façon épisodique, depuis 50 ans finalement, je me rends compte que je suis jeune depuis très très longtemps, de plus en plus en tout cas. Eh bien, j'ai revisité ce cas. Et ça c'est et donc et en même, j'ai pas fini puisque depuis le bouquin, suite à une commande d'une revue dont il se trouve que j'en suis le directeur, mais c'est la revue Psychanalyse œilletu. Mais ce sont mes collègues qui m'ont demandé de faire quelque chose sur les rapports de l'homme loup à l'argent et donc je viens même de rajouter un chapitre, à ce livre. Et ce qui m'a frappé de livre en livre, c'est d'abord que le cas de Freud, ne fermait pas les choses. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'en apprendre quand on relit ce cas pour essayer de comprendre la logique de ce qui se passe et les questions qu'il pose. Et plus j'y suis revenu dessus, plus j'avais l'impression que le réel, que l'homme loup essayait de traiter pour lui-même, m'échappait. Bon, voilà. Et donc, l'idée de se mettre sur les traces de ce réel, ça m'est venu très tôt. Et c'est ça un petit peu que j'ai essayé de poursuivre. Euh, là, après, l'homme loup pose directement plusieurs questions. Euh, euh, la première, euh, je ne les dis pas forcément dans l'ordre logique à partir desquels on peut les traiter, mais une des premières, c'est la question diagnostique. Parce que Freud dit extrait d'une névrose infantile, euh, d'une névrose qui s'avère obsessionnelle quand on le lit, bien que on sache qu'il va faire une troisième tranche, il va en faire deux avec Freud, et une troisième avec Ruth Max Brunswick, chez laquelle il arrive dans un état paranoïaque et avec des symptômes hypochondriaques, mais qui vont jusqu'à se blesser le visage en curant un bouton qu'il a. Bon.
qui signe quand même qu'il y a là quelque chose de réel, qui n'est pas très symbolisé, pas trop à faire de refoulement. Deuxième, donc ça c'est la question de diagnostic, sachant que Lacan rajoute une couche, puisqu'il parle dans son séminaire zéro, consacré à l'homolou, d'épisodes psychotiques, et ce mot épisode psychotique, il le reprendra plusieurs fois. Ceci dit, il fera de l'amour chez l'homolou une sorte de paradigme de l'amour chez l'obsessionnel. Il en parlera aussi comme obsessionnel. Il le traitera de borderline, sur quoi je reviendrai si on a le temps, une fois, et ça a disparu des séminaires. Miller n'ayant pas sans doute jugé bon de garder ce terme. Enfin, je ne sais pas si Lacan dit état limite ou borderline, mais enfin, c'est sur cette veine-là. Et puis, euh, bon voilà, alors comment trancher tout ça là, et deuxième question importante, c'est cette question qui est posée d'entrée de jeu dans l'exposé du cas, à savoir, oui ou non, cette scène primitive que l'homme loup amène à la fin de sa première tranche, est-elle, s'est-elle produit aux dates que Freud déduit, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est dans les 3 premières années, ou bien est-ce un événement reconstruit par l'homme loup à partir de l'âge adulte et projeté dans le passé? Ça n'a l'air de rien, cette histoire, mais si c'est une projection dans le passé, une reconstruction à partir de l'adulte, ça donne raison à Jung, d'une part, à Rank, à Ferenczi, à quelques autres, on en reparlera tout à l'heure, qui pensent que c'est une affaire culturelle, ce qui se passe dans l'enfance, puisque l'enfant ne peut pas avoir d'inconscient, il n'y a pas de transfert. C'est donc une projection de l'adulte sur l'enfant. Et Freud, ça fout en l'air la découverte de la sexualité infantile, par exemple, dont Freud dit, mais si on ne prend pas ça, la psychanalyse n'existe pas. Voilà. Donc on a vraiment des questions qui tranchent. Il y a une troisième question que j'introduis là, mais que je ne développe pas, juste pour faire remarquer que dans la clinique, quand on veut trancher sur les questions, on s'appuie sur le transfert. Le transfert, c'est le fait, vous voyez, on peut revenir à l'invention de la psychanalyse, à ce moment d'invention de la psychanalyse où les hystériques qui ont un symptôme particulier, c'est celui d'intéresser les autres à leurs symptômes. C'est du lien social, l'hystérie. Elle va chercher l'autre. Mais les hystériques, ça existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, je crois qu'il y a un papyrus Ebers de 1700 avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens, où il est parlé de l'hystérie. Alors, je ne connais pas le mot égyptien, puisqu'on l'attrape à partir du grec, mais dans lequel ce qu'on appelle les gynécocrates, les médecins spécialistes des questions féminines, attribuent l'hystérie à l'utérus, qui est décrit comme un animal migrateur qui monte et qui descend et qui entraîne des sautes d'humeur. Bon. Et l'hystérique n'a pas disparu avec l'explication du gynécocrate qu'elle a réduit à néant. Et l'hystérique, elle a porté la chose chez les curés, chez les prêtres, chez les théologiens, qui, eux, avec l'exorcisme, ont essayé de la traiter en possédée. Ça n'a pas fait disparaître l'hystérie, même si quelques-unes ont fini au bûcher d'être possédées. L'hystérique a porté sa question, l'énigme qu'elle représentait, elle l'a portée chez le juge, qui lui en a fait une sorcière. Et il y a eu comme ça, il faut lire Michelet là-dessus, des épidémies de sorcières. Ça n'a toujours pas traité la chose. L'hystérique est allée chez les psychiatres. Et là, elle est tombée d'un côté chez Babinski, qui a dit, mais non, mais elle fait semblant, c'est du pitiatisme. Vous voyez, au 19e siècle, vous voyez tout le parcours. Et elle est allée chez Freud. Freud qui a failli se comporter en maître, comme tous les autres, hein, en disant, mais moi, je vais vous faire dire ce que vous ne pouvez pas dire. Je vais vous hypnotiser, je vais vous suggestionner.
Et grosso modo, elle lui a dit, en bon Toulousain, vous ta gueule. C'était le 18 mai 1898, je crois, MIVON, et Freud dit, et ça on ne mesure pas le saut, j'obtempérais. C'est-à-dire, il lui dit au fond, eh ben, allez-y, expliquez-moi. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire, l'enseignant, c'est le patient. C'est la première fois. Jusque-là, c'est toujours l'autre qui sait. Et l'hystérique cherche un savoir, mais auquel elle démontre qu'il est impuissant à révéler le réel de l'énigme qu'elle porte, bon, derrière l'hystérie, l'énigme féminine, etc. Et Freud écoute. Mais en écoutant, il met au poste de commande ce fameux réel auquel l'hystérique ne comprend rien, qui est l'énigme qu'elle porte chez tout le monde. Elle porte un corps crucifié, maltraité, avec des tas de symptômes, et c'est pas ce qui lui arrive. Dis-moi ce que j'ai. Et lui dit, ben, je ne peux pas te le dire, mais explique-toi avec ça. Autrement dit, l'agent du lien social que crée Freud, c'est pas Freud. Freud se fait l'autre du sujet supposé savoir écouter, savoir peut-être déchiffrer ce qu'elle va dire, mais il ne sait pas ce qu'il en est de ce réel qui est au poste de commande. C'est ça le discours analytique. Et ce discours analytique a fait apparaître en effet que l'hystérie est bien un lien social. Distingue d'ailleurs du discours que tenait le maître, impuissant à révéler, mais on a tout d'un coup trois discours qui apparaissent et un quatrième derrière, le discours universitaire, quand le maître se cache derrière le savoir. Ça existe depuis longtemps. Ça existe en Europe depuis le XIIe siècle avec l'invention de l'université, pour dire très vite, à Bologne d'abord, Montpellier, etc., bon, à Sorbonne. Voilà, donc on a tout d'un coup, à un moment donné, après l'invention de la science moderne, et après l'avènement du libéralisme, et du capitalisme d'ailleurs, on a cette apparition à la fois, dans le même temps, des discours comme lien social. C'est-à-dire que ça n'est plus la religion qui fait social, elle le fait pour un certain nombre de gens, mais sa prétention à l'universalité est disqualifiée. Le social, c'est lorsque c'est une croyance dictée par l'autre qui fait tenir les gens ensemble parce qu'ils partagent la même croyance. Le lien social, c'est un certain usage du discours pour tenir ensemble. Bon. Et c'est dans le même moment, c'est-à-dire au XIXe siècle, hein, après toujours cet avènement, qu'apparaissent pour la première fois les solutions particulières avec lesquelles les sujets, on va dire, se soutiennent dans le lien social. C'est-à-dire, on voit apparaître les formes d'assujettissement. C'est le moment où Kraepelin sort son traité de psychiatrie et il isole, entre autres, notamment la paranoïa et la psychose maniaco-dépressive. C'est le moment où Krafft-Ebing fait une liste fantastique de perversions. Et c'est le moment où Freud va inventer la névrose obsessionnelle. Ça, c'est son invention, la névrose obsessionnelle. C'est-à-dire, on a, en même temps, apparaît une sorte d'écosystème avec les discours que l'humain habite, parce que l'humain n'habite pas un système, il habite le langage. Et en même temps, on a une biodiversité psychique qui sont les catégories telles que nous les avons appris, nous, telles qu'on les apprenait à l'université, en psychiatrie, etc. Ces catégories, voilà, qui sont, qui sont aujourd'hui très mises à mal. Mais il faudrait insister sur le fait que ce qu'on découvre, c'est que chacun, selon sa structure, remplissait une fonction pour les autres. Les psychotiques, les psychotiques sont pas, c'est pas une pathologie, c'est un mode de fonctionnement qui a ses accidents quand il déclenche. Alors, il y a l'hallucination, le délire, il y a des phénomènes. Mais c'est pareil pour la névrose. C'est pas, d'un certain point de vue, la névrose, quand elle déclenche, ça peut être très grave pour le sujet. Pareil pour les perversions, c'est pas d'abord un crime. C'est un certain rapport au réel qui privilégie la jouissance. On peut dire que le névrosé privilégie l'autre et son désir, le psychotique privilégie le corps, met le corps au premier plan, le pervers met le phallus au premier plan, bon, on pourrait dire ça. Pour en terminer avec ça, là, parce que ça ferait une trop longue introduction sans parler de Mouloud,
vous voyez, je me rappelle d'une blague qu'on disait à l'époque où j'étais en théologie. On pouvait dire assez facilement que les paranoïaques, c'est eux qui inventaient les religions. Jusqu'à Schreber d'ailleurs. Sauf que celle de Schreber n'est pas partageable. Mais le vrai inventeur du christianisme, c'est pas Jésus, c'est Saint Paul. Paul qui est l'halluciné du chemin de Damas. Bon, dis ça, sans vouloir faire un diagnostic forcé, mais c'est juste pour donner une idée. Celui qui anime cette religion, c'est Jésus, par contre. Lui, peut-être, c'est l'hystérie dans ce qu'elle aurait de plus masculin. Et ceux qui viennent obliger à changer un petit peu tout ça, à bouleverser tout ça, d'abord, il faut un obsessionnel pour le gérer. Ça, c'est Saint-Pierre. Vous voyez, le Vatican a hérité de choses là, très lourdes. Et après, ce qui oblige à modifier la religion, c'est quand même les pervers qui ne se contentent, qui ne peuvent pas se reconnaître dans des systèmes morts, quoi, qui obligent à chaque fois à réinventer un discours parce qu'il n'est pas capable d'attraper le réel que sont les sujets, même s'il leur donne une identité de croyant. Bon. Et bien, l'homme loup, il naît, en quelque sorte, vous voyez, en même temps qu'on découvre tout ça. Si vous regardez, il naît 30 ans après Freud, et il est mort il n'y a pas très longtemps. Hein. Il est mort en 76, je crois. Et vous voyez, moi, j'avais commencé ma thèse. J'aurais pu le rencontrer. Bon, je m'intéressais peut-être pas assez aux choses pour aller le chercher, mais à ce moment-là. Mais vous voyez, et il est mort 2 ans, à 79, il est mort. 2 ans avant Lacan. Vous voyez, donc c'est vraiment, enfin, je ne sais pas l'effet que ça vous fait selon vos âges à vous, mais moi, ça me fait l'effet que c'est un contemporain, quoi. En ce sens-là. Et je dois dire que quand Lacan l'a traité de borderline, là, la question du contemporain m'a accroché un peu plus, parce que en réalité, ce qui fait mon centre d'intérêt dans la psychanalyse, c'est l'articulation du sujet et du lien social. Hein, c'est comment, quelle solution trouve le sujet tel qu'il est fabriqué, désirant, manquant, divisé. C'est un peu compliqué le sujet. Et comment on fait un ensemble, comment on fait un ensemble des sujets qui sont fabriqués comme ça, qui sont incapables de répondre à la question de ce qu'ils sont parce que le réel leur échappe, parce que le langage n'est pas fait pour ça. Le langage, ça fait que représenter, ça ne peut pas attraper les choses. Bon. Donc c'est cette question-là qui m'intéressait. Et le diagnostic de borderline était apparu par Kernberg dans les années 70-74 pour désigner des sujets fabriqués par l'American Way of Life de cette époque-là, c'est-à-dire euh, euh, une société de la consommation qui promet tout, scientiste. Et Kernberg découvrait que les sujets formatés par cette logique-là n'étaient pas analysables. Et donc, on ne pouvait pas trancher, faute d'un transfert qui le permettrait, on ne pouvait pas trancher s'ils tombaient côté psychose, côté névrose ou autre chose. Et bon, vous savez, après, il y a toute une théorie des états limites, je ne vais pas vous la faire. En France, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Bergeret, qui, qui a opté, lui, pour une autre solution. Ils ne sont ni psychotiques, comme le pensait peut-être Kernberg, ni, ou Green peut-être, ni névrosés graves, comme le pensait je ne sais pas qui, mais c'est une nouvelle sous-structure particulière, caractérisée bon, par un certain nombre de traits que ne possède d'ailleurs pas tout à fait l'homme au loup. Bon. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que dans le rapport qui est sorti, je crois que c'est en 2010, non, le rapport d'évaluation sur les psychothérapies de l'INSERM, qui disqualifiait complètement la psychanalyse pour tous les traitements psychiques, il disait il n'y a qu'un traitement pour lequel la psychanalyse est efficace, c'est les borderline. Or, c'est comique de les voir isolés parce qu'ils démontrent l'inefficacité de la psychanalyse dans les années 70 et, disons, 50 ans après, les voilà, les mêmes, borderline, preuve de l'efficacité de la psychanalyse. Bon, ça fait partie des incohérences des modes d'évaluation hein, de la psychanalyse. On pourra parler de ça si vous voulez. Alors, j'en viens
à mon homme au loup. Je vais juste essayer de traiter 2 points, puis pour ne pas parler trop longtemps, mais il y aurait tellement de choses à dire. La première, elle porte sur l'insistance que met Freud, je vous ai dit pourquoi, hein, à, à dater la scène primitive. Alors, il faut voir d'abord comment cette scène primitive arrive dans la cure. Elle arrive dans la cure alors que Freud, par l'analyse de son analysant, puisqu'on a le journal de la cure aussi, hein, de Freud, qu'on peut lire, qui est publié au PUF. On voit comment séance après séance, ça se débrouille. Et c'est intéressant de comparer les séances avec la façon dont Freud compose cet article-là, ce chapitre sur la névrose infantile de l'homme au loup. Et donc, l'analyse, elle est orientée vers la reconstruction du fantasme, et le fantasme permet de tomber sur la névrose infantile. Bon. Au passage, c'est un argument en faveur de la névrose, parce que je ne suis pas sûr que dans la psychose, quelqu'un ait jamais retrouvé l'équivalent d'une névrose infantile. Parce qu'on est où il y a des psychoses de l'enfant, mais ce n'est pas des psychoses infantiles au sens où un développement permettrait un épanouissement différent du sujet, disons, tel qu'on l'observe dans le cas de la névrose. Bon, mais je vous ai dit avec cette nuance que c'est une remarque faite de dehors et pas de l'intérieur de la cure. Et Freud reçoit le fameux rêve. Ce rêve présente un certain nombre de signifiants. Je ne vais pas les énumérer, mais c'est les 7, c'est le chiffre 5 ou 6 loups, comme dans le conte des 6 ou 7 chevreaux. Bon, il y a des petits glissements. C'est dans ce rêve, enfin, c'est les associations du rêve qui sont aussi importantes que le rêve, puisque ça le conduit aux ailes du papillon, aux jambes écartées, au chiffre 5, comme dans l'horloge, comme la fameuse, comme quoi une sieste tout d'un coup qu'il commence à évoquer. C'est-à-dire, on peut dire que le rêve, un rêve, c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est la façon dont l'inconscient chiffre le réel que le sujet est incapable d'appréhender. Donc, il est chiffré par le rêve et le rêve est offert à déchiffrement. Mais le déchiffrement ne permet jamais d'attraper le réel, permet d'essayer de recomposer et de le cibler. Et sous le rêve, ce qui apparaît, c'est la scène primitive qui est lâchée par l'homme loup un petit peu avant que Freud le congédie, Freud lui ayant dit, écoute, la cure n'avançant pas, Freud lui ayant dit, écoutez, à telle date, je vous mets dehors. Il ne lui dit pas, mais c'est ce qu'on peut entendre, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. En tout cas, lui, il l'a entendu. Et donc, juste avant la fin, il lui lâche cette fameuse scène qui est importante en quoi? Parce qu'elle a toutes les coordonnées qui étaient présentes dans le rêve, qui disent quelque chose du rapport du sujet à ce qui fait sa jouissance et euh, qui rend compte du type de symptômes qu'il présente. Voilà, c'est un peu ça le schéma de ce que Freud nous livre. Ceci dit, Freud est lacanien avant l'heure, puisque ça ne lui suffit pas la scène primitive, il lui manque un élément qui prouverait que l'homme loup a bien rencontré là-dedans, je vais dire ça, moi, comme ça, un réel plus fort que lui, hein, quelque chose qu'il n'arrive pas à mettre en mots. Et il met 70 pages avant de dire que l'homme loup lui a fait l'aveu qu'il en avait joui de cette scène primitive et qu'il avait déféqué. Et cette défécation, c'est vraiment on pourrait dire un avatar de ce que Lacan identifiera à l'objet A, anal cette fois, oral, anal, phallique, euh, c'est-à-dire un bout de réel qui permet de dire, d'attraper
ce réel du sujet qu'on ne peut pas attraper avec des mots. Voilà. Donc, pour lui, cette session de jouissance valide en quelque sorte la thèse. Bon, là, il y a donc un épisode euh, qui se passe sur le plan historique, qui lie ce cas déjà à l'histoire de la psychanalyse, c'est que Rank et Ferenczi vont, je crois que c'est d'abord Rank, déclarer que ce fameux rêve des 7 loups est un rêve de l'âge adulte, projeté dans l'enfance, que d'ailleurs, je ne sais plus, les 6 ou 7 loups ne font que rédupliquer, sous forme de loups, les portraits des 7 membres du comité secret que Freud a créé en 1919 et qui était suspendu au-dessus du divan. Bon. Alors là, je ne sais pas très bien, Freud ne doit pas avoir les oreilles très claires parce que il aurait pu tout simplement dire, attendez, excusez-moi, mais en 1919, je crois que c'est la date de fin de la cure de l'homme au loup. Et pendant qu'il fait la cure, il la commence dans les années 1913, euh, euh, il n'y a pas de comité secret, il y a 3 tableaux au-dessus. Donc il aurait pu se contenter de dire ça pour disqualifier l'interprétation de Rank. Mais il est en débat avec Jung, qui lui veut se débarrasser de la libido au sens sexuel en la réduisant strictement à une dimension culturelle. Parce que, disait Jung d'ailleurs, c'est quand même difficile de recevoir quelqu'un sur son divan qui vous parle de ses intimités et puis ensuite d'aller discuter avec lui dans la rue ou de parler ou de manger avec. Donc, il vaut mieux se débarrasser du sexuel. Bon, ça, c'était la position que tenait Jung dans cette affaire-là. Et donc, il était décisif pour Freud d'obtenir une preuve que la névrose infantile s'est bien déclarée à 3 ans, c'est-à-dire à un âge ou avant 3 ans, à un âge où l'enfant n'est pas sensible aux dimensions culturelles, même s'il est tributaire de l'environnement familial. Et alors là, il fait une chose effarante, il écrit à l'homme loup, pour que l'homme loup, Sergueï Pankeyev, lui valide l'interprétation freudienne. Et là, le paradoxe, c'est que l'homme loup lui donne un argument massif, il lui rappelle en effet le déclenchement de sa névrose, son changement d'attitude, enfin toute une série de faits rapportés par les parents, alors qu'il était tout petit, qui valident bien le déclenchement de cette névrose dans la toute petite enfance, ce qui élimine l'argument de Jung et partiellement de Rank, mais pas tout à fait, parce que Ferenczi et Rank voient dans ce qu'ils interprètent comme un chantage à l'homme loup, si tu causes pas, je te fous dehors, il faut que tu causes avant, et non pas si tu causes pas, je te fous dehors, hein, comme je viens de le dire. Ça, c'est vraiment abusif, mais ils voient la matrice de ce qu'ils vont inventer comme méthode active, puisque eux, pour raccourcir les cures, eh bien, ils vont user de procédés de ce type. Ça va du chantage à intervenir à la place de l'autre. Bon, c'est quelque chose à quoi Freud fera un sort, en revenant d'ailleurs aussi sur l'homme loup, mais dans son testament, le dernier article, Analyse finie, Analyse infinie, dans lequel il compare cette méthode. Vous voyez, s'il y a un incendie, vous pouvez aller tout de suite à ceux qui ont allumé l'incendie, par exemple une lampe à pétrole qui s'est renversée. Bon, d'accord, vous enlevez la lampe à pétrole, mais il y a toujours l'incendie. Donc la méthode active, quand même, il faudrait qu'elle épuise un petit peu tous les éléments. Donc il y a eu ça qui a vraiment compliqué les choses, mais auquel Freud répond de cette façon-là avec l'homme loup. Simplement, ça a des conséquences assez désastreuses. Alors là, c'est ma façon à moi de lire les conséquences de cet acte de Freud. Donc c'est la deuxième
deuxième point que juste j'indique, c'est que vous voyez, quand Freud lui dit cette scène, donc jusque-là, après tout, on ne sait pas si elle est réelle ou si elle est fantasmatique. Rappelez-vous que Freud a abandonné la neurotica, où il affirmait que toutes ces scènes de séduction étaient réelles. Quand lui-même arrivait qu'il avait été séduit par son père, il s'est dit là, peut-être je pousse le bouchon. Peut-être bien qu'il s'agit d'un fantasme qui organise tous les éléments nécessaires pour que le sujet, en quelque sorte, se soutienne dans son rapport aux autres, à la jouissance, au monde, au savoir, etc. C'est-à-dire son fantasme. Et le fantasme est aussi déterminant, et même plus déterminant qu'une scène réelle qui n'aurait rien à voir avec son fantasme. Donc cette scène primitive, elle peut être ou une scène réelle, une vraie sieste à tergo, more, ferrarum. Tous les éléments, l'homme loup a pu les observer. Mais la composition de la scène selon son fantasme, ça c'est peut-être de l'homme loup. Bon. Mais en lui disant, dites-moi que la scène s'est bien passée à ce moment-là, tout se passe comme si on passait comme si la dimension fantasmatique disparaissait. Et que oui, la scène s'est bien passée à ce moment-là. La preuve, c'est que ma névrose s'est déclenchée là. Et là, euh, on se trouve dans la même position euh, que ce que Lacan dit des informateurs de Lévi-Strauss. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Lévi-Strauss demande à ses informateurs comment ça se passe, les rites d'initiation, apprenez-moi, expliquez-moi. Et Lacan fait ce commentaire, mais le problème, c'est que celui qui devient l'observateur de ses propres pratiques rituelles, il ne peut plus y croire. Il laisse sa croyance au vestiaire. Et ce qui est effarant chez l'homme loup, alors qu'il a amené le rêve, alors qu'à la suite du rêve, il amène la reconstruction de cette scène primitive, à la fin de sa vie, il continue à dire aux gens qui viennent le voir, notamment Karen Obolzer, qui a écrit un entretien assez magnifique, mais qui n'a été publié qu'à la mort, c'était un accord convenu entre eux, qu'à la mort de l'homme loup, il lui dit, mais Freud, c'était un type formidable, formidable Freud, vraiment un savant, un grand savant. Ceci dit, sa scène primitive, je n'y ai jamais cru. C'est exactement comme le parallèle, je vais vous faire un parallèle avec le petit Hans. Le petit Hans a exactement la même phrase avec son père. Euh, le père va raconter tous les problèmes qu'a le petit Hans à Freud. Et Freud dit au père, ben oui, dites au petit Hans que bien avant qu'il naisse, j'ai dit à son père et à sa mère qu'ils auraient un petit garçon qui aimerait sa maman et qui détesterait son papa. Il invente un complexe d'Oedipe. Bon. Et le père raconte ça à Hans, qui lui dit, mais le professeur est formidable. Comment il peut savoir ça? Il parle avec Dieu? Comment on peut savoir une chose pareille? Et puis 2 jours après, il dit à son père, oui, le professeur est formidable. Ceci dit, il a tout faux. Hein. Moi, c'est toi que j'aime, et maman, problème. Hein. Bon, c'est-à-dire que, vous voyez, là, on voit l'avancée de la cure par l'interprétation freudienne, puisque Hans invente bien avant Freud le Oedipe inversé. C'est toi que j'aime, papa, moi, un garçon, et maman, avec qui ça se pose. Bon, il faudra encore du temps pour faire tenir ensemble les deux faces de l'Oedipe. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut examiner un petit peu de la même façon. C'est-à-dire, en faisant de ce fantasme une scène réelle, l'homme loup est privé de la possibilité de se demander, mais qu'est-ce qu'on ne peut dire qu'en fantasmant? Qu'est-ce qu'on ne peut pas attraper réellement et qu'il faille se raconter une histoire pour le saisir?
Eh bien, cette situation-là, c'est celle qui précipite les sujets dans l'acting out. Exactement, vous vous rappelez le patient de Chris, ce patient qui se plaint auprès de son analyste que il n'est capable que de pomper quand il écrit, que de plagier, que de pomper la matière grise des autres. Et son analyste lui dit: amenez-moi votre bouquin et le bouquin de l'autre. Il les compare. Et il dit à son patient: vous ne pompez pas. Moyennant quoi, le patient, pendant 3 ans, à chaque sortie de séance, il va vers une vitrine d'un restaurant dans lequel est affiché un menu de cervelle fraîche. Il ne la mange pas. Hein. C'est-à-dire, et il met 3 ans avant de comprendre le lien qu'il y a avec ce qui lui a été dit, parce qu'en lui disant tu ne pompes pas, l'analyste lui interdit de s'interroger sur ce qui ne peut se dire qu'en s'accusant de pomper. Vous voyez, c'est pareil que quand vous avez cliniquement des enfants menteurs, vous n'essayez pas de lui faire dire la vérité. D'abord parce que ce n'est pas ça la vérité, de lui faire dire l'exactitude. On essaye de comprendre qu'est-ce qu'il ne peut dire qu'en mentant. Bon, c'est ça. Et alors là, le régime de l'acting out de l'homme loup. Et pour moi, c'est ce qui rend compte de la façon dont il va se présenter chez Ruth McBrunswick. Bon, entre Freud, qu'il a mis dehors, et Ruth McBrunswick, il y a 2 autres événements à situer. Un, c'est que en 1917 et 19, les bolcheviks s'emparent de la Russie, que le père de Sergueï Pankeïev, c'est un type extrêmement riche, le plus riche du sud d'Odessa, de cette partie de la Russie, euh, et, euh, et il est mort entre-temps, il a cédé l'héritage à son fils qui ne doit pas en jouir avant qu'il ait 28 ans, et c'est sa mère qui le gère, mais quand les bolcheviks s'emparent des choses, l'homme loup veut aller en Russie pour essayer de sauver ce qu'il peut sauver. Et Freud l'empêche. Freud l'empêche. Pourquoi? L'homme loup interprétera ça de 2 façons. Il a voulu me sauver, il a voulu me préserver des risques que j'aurais pu encourir, euh, ou bien, de toute façon, il m'aime puisqu'il m'a ouvert ma famille, etc. Et Freud, à partir de là, puisqu'il perd sa fortune, il n'a plus de revenus, à partir de là, Freud va organiser une collecte pendant un certain nombre d'années auprès des analystes. Vous voyez, il fait continuer son analyse un petit bout et c'est les analystes qui la lui payent, en quelque sorte. Enfin, qui, en tout cas, lui donnent les moyens de vivre. Et, et donc, il va voir Freud à un moment donné, avant d'aller chez McBrunswick, où il est repris par des symptômes de constipation. Je reviendrai dessus aussi. Et Freud lui dit, mais il y a un reste hystérique, là, il faudrait refaire une tranche. Et il le reprend en analyse jusqu'à ce que les symptômes se dissolvent. Il sanctionne ça positivement. Et l'homme loup va vouloir y revenir une 3e fois. Il va chercher sa collecte. Et là, il tombe sur un Freud, le visage ravagé par le cancer de la mâchoire. Et et là, Freud ne veut pas le recevoir pour rien et il l'envoie à Ruckmack-Brunswick. Donc, il arrive à Ruckmack-Brunswick après avoir vu le visage ravagé de son analyste et dans ce moment, toujours, des conséquences d'avoir été l'informateur de Freud, ne croyant pas à la scène primitive. La scène primitive qui abrite ce réel que seule la castration permet de symboliser, en quelque sorte. Symboliser ce que vous perdez de jouissance à parler, disons, avec l'opération de la castration. Même si Freud en a une représentation imaginaire. Et Rudman-Brunswick reçoit quelqu'un qui a un état paranoïaque. Ça coïncide à peu près avec le moment de la validation. Il est dans un état paranoïaque.
est persuadé en plus qu'il est l'enfant chéri de Freud, le préféré de Freud. Et donc Ruth McBrunswick va s'attaquer à ce transfert. Elle fait la pédagogue en quelque sorte, essayer de le convaincre qu'il n'est pas l'élu de Freud. Qu'après tout, Freud ouvre sa maison à bien des personnes, qu'il n'est pas le seul, etc. Et elle va, par cette voie-là, réussir à l'apaiser, à dire vrai, sans qu'on puisse dire qu'il ait vraiment fait une nouvelle tranche d'analyse. Bon, mais enfin, on peut dire que ça l'apaise. Il va, à partir de là, il y a tellement d'éléments qu'il me faudrait amener pour essayer de comprendre comment les choses vont évoluer. Parce que s'il a été voir Freud, quand même, principe de départ qu'il a amené voir Freud, c'est la rencontre d'une femme. Alors que son père lui avait dit quand il était jeune, croyant qu'il avait une maladie vénérienne, qu'il l'a accusé de fréquenter des femmes de mauvaise vie et de vouloir faire pourrir sa vie. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment frappé l'homme loup sans qu'il déclenche. Et, et plus tard, après ses premières relations, il a rencontré une femme. euh, il a déclenché une espèce un état dans lequel, pour lui, c'était très difficile de travailler. Et son père l'a promené un peu partout chez des médecins. Il l'a même amené chez Kraepelin. Kraepelin qui a eu un premier temps diagnostiqué psychose maniaco-dépressive comme son père, puis qu'il a envoyé chez un autre qui s'appelait Drozd, lequel était un psychanalyste débutant, qui a essayé de traiter l'homme loup, puis finalement, en voyant que ça ne marchait pas, il a décidé de l'amener chez, je crois, chez Breuère. Mais sur la route, ils se sont arrêtés chez Freud. Et là, ça a été une révélation. Je dois dire une révélation. Donc, j'ai, pour ce qui est mon expérience personnelle avec la psychanalyse, éprouvé la même chose. C'est-à-dire que quand il a rencontré Freud, que Freud a commencé à lui parler, à expliquer les choses, ce qu'il a dit, ah, mais tout ça, ça a donc du sens. Il ne sait pas lequel, mais il a été soulagé alors que jusque-là, il se traitait en malade, cherchant des remèdes, n'importe quoi qui pouvait l'apaiser. Tout d'un coup, ça devenait une affaire de parole et de sens. Là, il est pris dans le transfert et il reste chez Freud. Ça a été le point de départ de ça. Et donc, son rapport aux femmes a changé, bien que la scène primitive marque le type de jouissance à tergo, more ferarum, qui déterminait, tomber amoureux d'une bonne à quatre pattes. Bon, c'est le trait pervers tel qu'il pouvait commander ce qu'il pouvait rechercher dans sa jouissance. Donc ça a bougé à tel point que Freud parle, à propos de l'homme loup, de percer vers la femme. Il a pu franchir les choses et aller vers la femme. Alors ces histoires avec les femmes, elles ne sont pas géniales. Je crois qu'il a eu affaire à des femmes. Je crois que Thérèse qu'il a rencontrée en sanatorium, je voudrais peut-être, là je me mélange les pédales, elle s'est suicidée en 1939. Vraiment, elle était assez insupportable, mais elle s'est suicidée, ce qui, à mes yeux, euh, lui rend une dignité devant la montée des nazis et leur approche de l'Autriche aussi. Hein. Et donc ça, c'était quelque chose de pas viable, de pas supportable pour elle, semble-t-il. Bon, et là, on n'a que des échos un petit peu latéraux. Et puis, les choses vont évoluer. Il aura une maîtresse pendant longtemps, jusqu'à la fin de sa vie, qui en voulait beaucoup à son fric. Alors, son fric, comment il le gagnait? La collecte s'est arrêtée, mais le fils de Freud, je ne sais plus lequel, Paul, je crois, il s'appelle, lui a trouvé un emploi dans les assurances qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie. Mais lui-même va peindre, et peindre notamment ce fameux rêve qu'il va vendre aux analystes du monde entier, notamment les Américains, qui vont venir le voir. Il est devenu un morceau de la vraie croix. On va le voir pour toucher quelqu'un qui a vu l'ours, quoi, qui a vu Freud, hein, que Freud a traité. Et donc, il va vivre de ça. Et à la fin de sa vie, il va d'ailleurs abandonner ses biens. Il va faire de sa maîtresse sa légalitaire universelle. Il va se débarrasser de l'argent.
je vais revenir là-dessus, hein, sur cette histoire d'argent, et il va finir, après l'entretien avec Karine Bolzer, qui elle vient le voir pour essayer de comprendre comment cette histoire de maladie sexuellement transmissible, la gonorrhée, a pu déclencher sa névrose d'adulte, finalement, en réactivant les propos du père plus précocement entendu et activer son fantasme en quelque sorte. Et, il veut pas, lui, il veut pas lui parler de ça. Et ça se fait pas à une jeune femme. Et elle lui dit, elle, mais pourquoi? Moi aussi, j'ai eu une gonorrhée. Et là, il tombe des nues, si je puis dire, exactement. Il dit, mais comment on peut parler de ça? Et à partir de là, on a vraiment l'impression qu'avec cette journaliste, il reprend un petit peu la chaîne des événements qu'il a livrés à Freud dans un ordonnancement qui le fait littéralement bouger. Vraiment, on peut dire qu'il change de point. Il lui dit d'ailleurs, écoutez, si vous aviez été plus jeune, non, je veux dire, si j'avais été plus jeune, pardon, si elle avait été plus jeune, ça aurait été de la pédophilie, hein, c'est pas tout à fait ça. C'est si moi j'avais été plus jeune, peut-être bien que quelque. On voit tout d'un coup la question de l'amour venir, et d'ailleurs, il finira sa vie dans un hôpital psychiatrique où un psychanalyste de la communauté, qui est médecin de cet hôpital psychiatrique, le prend dans son service tout simplement pour qu'il soit bien, pour qu'il puisse pas payer, pas parce qu'il est fou. Dans cette hôpital, comme le suggère d'ailleurs, je crois, comment il s'appelle ce type qui a écrit sur les patients de Freud, bon. Et, euh, et il finit en tenant la main de sœur Anna, en lui disant ne me quittez pas, mais vraiment, on a vraiment l'impression que sur la question de l'amour, il a retrouvé quelque chose qui était quand même assez très compliqué et très, très pris derrière son rapport au trait de perversion qui dictait son rapport à l'autre pendant le reste de sa vie. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un bouger entre le début et la fin. Bon, c'est resté une sorte d'analysant perpétuel, hein. Il a écrit des articles de psychanalyse bon, qu'on peut lire dans l'ouvrage de Karine Nobolzer. Alors je veux juste dire un dernier point, puis je m'arrête là, hein, parce que si ça vous convient. C'est que j'ai dit que c'était un type très fortuné, très très riche à sa naissance, et il est ce qu'on dit né coiffé. C'est-à-dire, coiffé, c'est lorsque vous naissez avec le placenta, et le placenta qui vous enveloppe encore, et c'est interprété comme un signe de bonne fortune. Mais lui, littéralement, ça veut dire ça. Et on a l'impression que toute sa vie, pendant tout le début de sa vie, il le dit lui-même et il l'associe lui-même, le voile du placentaire est un voile qui se met entre lui et le monde. Il a l'impression que le monde est voilé. Et le monde ne se déchire que lorsqu'on lui fait des lavements ou lorsqu'il défèque. Parce il a un symptôme de constipation monstrueux. Et quand il défèque, alors le monde se déchire comme s'il le voyait. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on a, qui se reproduit sans arrêt, mais sans que ça fasse interprétation, sans que ça soit décisif, ce qui s'est passé dans ce fantasme de la scène primitive qui est sanctionnée par la défécation comme session de jouissance, voyez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'homme loup n'a eu de... Vous voyez, sa fortune, c'est d'abord la mère qui la gère, puis après, ça sera sa femme qui la gère. En réalité, il a touché un autre héritage, un petit bout d'héritage. Un de ses amis est allé en Russie, il a ramené des bijoux de la famille. Sa femme lui a dit, ça surtout, t'en parles pas à Freud parce qu'il arrêterait la collecte. Donc, il n'en parle pas à Freud, ce qui veut dire qu'on a un homme loup là, tout d'un coup, un peu canaille. Tout d'un coup. Mais en réalité, on apprend plus tard, alors il y a deux versions. Il y a la version Ruth McBrunswick qui dit, mais avec cet argent, il n'a rien pu acheter, c'était dévalué. Et un autre qui dit, avec cet argent, il a acheté un appartement. C'est ce que dit toujours j'ai oublié son nom, mais comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié ce nom d'un personnage qui a signé dans le livre noir de la psychanalyse, d'ailleurs.
C'est pas Vandry Laert, c'est bon, peu importe. Enfin, vous trouverez les sources là, s'il fallait, je vous les donnerai. Et, mais après ça, néanmoins, vous voyez, il va léguer sa fortune. Enfin, c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il faut qu'il enlève la coiffe du père. Parce que quand même, une psychanalyse, c'est ça, hein. C'est, on est dans un ordre généalogique, on s'inscrit dans la généalogie, ça vient tamponner le fait qu'il n'y a pas de réponse à la question de ce qu'on est en termes d'identification. Parce que l'identification, ben, c'est un signifiant qui représente le sujet. Le moi, ouais, écoutez, c'est une image. Euh, vous voyez, on se donne un être de mots, mais un être de mots, les mots, ils sont toujours mensongers. Vous pouvez dire, je suis psychanalyste à Toulouse, ben, il y en a au moins 2 sur cet écran. Euh, bon, je m'appelle Soré, ça c'est vrai, il n'y a pas beaucoup là sur l'écran, mais Soré, mon père s'appelait comme ça, hein, c'est pas un scoop, hein. Et le père de mon père, le père du père du père de mon père, quand j'étais petit, je pensais qu'Adam s'appelait Adam Soré. Ça me naverait que ce soit mes mecs qui aient fait la bêtise, hein. Bon. Après, on fait théologie, hein, pour essayer de comprendre comment ça se passe, ces choses-là. Mais donc, on va étayer cet être de mots sur un être de filiation. C'est ça, la fonction paternelle, elle vient permettre, bien sûr, elle révèle que la mère est castrée, elle accouche de son désir, elle permet au sujet de découvrir qu'il n'est pas ce que la mère souhaite, mais qu'il n'a pas non plus ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. Mais le père, en même temps, ça fonde la généalogie. Je peux pas dire ce que je suis, mais je suis fille ou fils de X, qui lui-même est fille ou fils de X seconde, et cetera. On ne sait pas le réel, ce que sont réellement chacun de ses ancêtres, mais enfin, ils sont là, ça. La généalogie, ça tient lieu très sûrement d'identité, en quelque sorte. Bon, or, ça nous marierait. C'est d'ailleurs une des choses qu'on reproche à la psychanalyse, hein, son patriarcat, on reproche à Freud d'avoir voulu sauver le père avec la névrose. Oui, il a fait ça, bien sûr. Mais on oublie aussi qu'il a inventé la psychanalyse, c'est-à-dire le moyen de liquider le transfert, par le transfert, et le moyen de sortir de l'Oedipe, c'est-à-dire d'en finir avec le père. Mais si on en finit avec le père, alors comment on se soutient? Bon, je taille à la hache, mais l'idée, c'est d'arriver à s'inscrire dans la filiation de son symptôme. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que je suis, mais mon symptôme, lui, le sait. Et d'ailleurs, j'ai peut-être plus tellement envie de mettre des mots sur tout ça. Je consens à ce qu'il y ait un trou dans le savoir. Et c'est ce trou dans le savoir dont je vais me servir, comme Freud la première fois, pour faire semblant, à partir de ce que je sais, moi, réellement, ne pas pouvoir attraper, parce que j'en ai des indices dans les objets avec lesquels je me suis constitué, ces objets-là. euh, je vais m'en servir pour faire semblant de ce après quoi court l'analysant que je reçois. Voilà. C'est, au fond, là, vous avez quelque chose qui se boucle. Et on peut dire que l'homme loup met une vie pour arriver à la fin. euh, et je crois, moi, que son symptôme, c'est précisément le fait de ne pas vouloir croire à la scène primitive. Parce qu'en ne voulant pas croire à la scène primitive, il restaure la possibilité que ça soit un fantasme. Voilà un petit peu le tableau. Je ne sais pas si c'est très audible ce que j'ai essayé de vous dire comme ça sans lire mes notes, mais Merci beaucoup, monsieur. Non, c'était très clair et très, très intéressant. On peut peut-être donner la parole. Peut-être que, comme c'est Marilyn qui a fait le lien, peut-être que c'est comme tu as lu le livre, Marilyn, si tu veux dire quelques mots, peut-être. Et comme tu es du sud de la France, on va faire quelque chose de presque généalogique. Il y a peut-être un Soré dans ta famille, Marilyn. Pas que je sache, mais peut-être. Bon, déjà, un grand merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Euh, oui, ben moi, j'ai apprécié cette lecture un peu décalée de ce cas. Et je travaille sur la question du savoir dans la psychose. Et vous en avez parlé un peu au début avec la question du sujet supposé savoir. Je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous pensez justement de cette question du savoir dans la psychose? oula.
Je vois que quelqu'un a mis dans la discussion, juste avant de vous répondre, le nom de Bor Jacobsen, en effet, qui était le nom que je cherchais tout à l'heure, je pense. De celui qui donne des critiques de Freud avec d'autres. Bon. Oui, mais là, vous me demandez de faire un nouvel Non, exposé. mais juste quelques éléments, si vous... Non, mais je crois que ce qui... Enfin, ça, vous voyez, on reçoit des psychotiques en analyse. Et on les reçoit à quel moment? On les reçoit quelquefois dans des moments que beaucoup d'auteurs disent crépusculaires. C'est-à-dire ils ont le sentiment qu'il y a que le monde va s'effondrer ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. On les reçoit. Peut-être, ça peut ne jamais arriver. D'ailleurs, ils peuvent venir chez vous. Mais euh, évidemment, si je prends une forme déclenchée paranoïaque, vous voyez que ce qui caractérise la psychose dans ce cas-là par rapport à la névrose, c'est que là où le névrosé est un perpétuel croyant d'un certain point de vue, parce que le signifiant, c'est que du semblant, puisque ça ne peut pas attraper le réel. Ça ne peut que l'évoquer, ça ne peut que le représenter. Alors que le délire, ce qu'il affiche, c'est la certitude. Et donc Freud faisait de la certitude, mais qu'il appelait l'Unglauben, l'incroyance. Mais l'incroyance, ce n'est pas le je ne crois pas, c'est je suis certain que. Et la certitude, c'est inentamable. Donc, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est certain, la direction de la cure, ça change d'allure. C'est-à-dire, euh, bon, moi je vous dis, mais seulement je ne voudrais pas que ça paraisse comme des trucs. Il faudrait, c'est la clinique qui dicte ce qu'on peut dire. Mais par exemple, ne pas comprendre, ne pas être convaincu par ce qu'on vous dit. Euh, euh, Là, en ce moment, je me débat avec quelqu'un, bon, je vais essayer de dire ça de façon très soft, hein, qui est bah, qui est toujours en relation avec moi, quoi. Je lui parle tout le temps. Et moi, je lui dis, mais alors pourquoi vous venez chez moi? Si vous venez chez moi, c'est quand même quelque part, vous savez bien que celui qui vous parle, c'est votre affaire, hein. Moi, pour qu'on me parle, il faut venir ici. Là, je vous parle. Donc, mais vous voyez, c'est là, on tâtonne. Et je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, ça la pacifie quand elle vient chez moi, mais dans la semaine, elle retrouve ses voix, pas seulement la mienne d'ailleurs. Donc, bon, là, c'est plutôt face schizophrénie, comme on dit. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, elle était catastrophée parce que, puisque chez moi, ça s'apaise et quand elle en sort, elle retrouve les voix, sa psychiatre lui a dit, bah, il faut que vous arrêtiez la psychanalyse. Sous-entendu, il faut continuer à avoir des voix, quoi. Bon, j'ai rien dit, je ne me mêle pas de ne pas rentrer en concurrence. Je trouve que c'est très bien qu'elle ait une psychiatre qui l'accueille, qui s'occupe d'elle, qui essaye de tamponner les moments. Donc, vous voyez la question du sujet supposé savoir. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Guérin, qui a écrit un livre sur l'interprétation, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais peut-être Robert Beltran qui le connaît pourra préciser son nom. Euh, qui dit que, et je crois que il l'emprunte à Marcel Tsermak, je crois, ou à quelqu'un d'autre, que dans la psychose, quand ils viennent en analyse, souvent, en effet, ils viennent nous faire contrôler ce qu'ils construisent. C'est-à-dire, on se trouve dans la position du contrôleur. Ce n'est pas la position la plus facile, hein. Parce qu'avec un névrosé, on sait qu'on ne contrôle rien du tout. La supervision, c'est quoi? Ben, quelqu'un vient vous parler de ce qu'il fait, de sa pratique. Mais en fait, l'analyse, elle se fait avec lui, elle ne se fait pas avec le contrôleur. D'ailleurs, c'est si vrai qu'on peut être convaincu par ce que dit la personne chez qui on va parler du cas, mais avec le cas, on sait très bien qu'on ne pourra pas lui dire ce qu'il a dit. Mais on va pouvoir inventer quelque chose dans l'écart. Bon, vous voyez, donc je ne sais pas si ça répond aux questions que vous vous posez, mais après, il faudrait examiner, ça change de... Vous voyez comment ça se passe dans la psychose maniaco-dépressive. D'ailleurs, il y a des gens qui discutent de savoir si c'est une psychose ou pas. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'autisme est arrangé dans le champ où la métaphore paternelle ne fonctionne pas, mais ce ne sont pas des psychotiques. C'est pas une psychose de l'enfant, puisque l'évolution de l'autisme n'évolue pas vers une psychose adulte.
Ça reste bien quelque chose d'assez tranché avec des mécanismes particuliers. Bon. Et l'homme loup, ce qui fait dire aux gens, l'argument fondamental pour dire que l'homme loup est psychotique, c'est l'hallucination du doigt coupé quand il a à peu près 6 ans. À propos de quoi Freud parle de Verwerfung, de forclusion. Forclusion de quoi? De la castration. Ce qui est retranché du symbolique, c'est ça que la castration, elle doit permettre de symboliser ce qu'on n'arrive pas à attraper par les moyens du symbolique. Mais s'il n'y a pas la castration, ce qui est retranché, ça reparaît dans le réel. Donc il va parler à propos du doigt coupé de forclusion de la castration. Forclusion de la castration, c'est bien ce qui se passe quand il y a forclusion du nom du père. S'il y a forclusion du nom du père, le nom du père ne vient pas nommer le désir de la mère. La mère n'apparaît donc pas manquante et l'enfant ne peut pas s'interroger sur ce qu'il n'a pas et que la mère n'a pas non plus. C'est ça la castration au sens freudien. Donc, or, là, il y a à un certain niveau forclusion de la castration. Mais dit Freud, il y a d'autres niveaux où l'homme loup reconnaît tout à fait la castration. Il y a 3 niveaux. On peut imaginer ça comme une tresse. Et je crois que le voile, ce fameux voile, couvre le niveau où la castration n'est pas reconnue. Et ça a une petite chance d'apparaître quand il défèque, quand précisément il perd quelque chose de sa jouissance, qu'il cède quelque chose de sa jouissance. Il est castré, il en est châtré en quelque sorte. Alors, pour moi, et d'ailleurs, à propos du petit Hans, dans le séminaire 4, Lacan écrit les premières moutures de la métaphore pour le petit Hans, c'est-à-dire quand le nom du père ne fonctionne pas, puisqu'il lui faut une phobie pour l'activer, il faut un cheval féroce qui rue, je ne me rappelle plus, hein, qui fait du bruit. Bon. Et à ce moment-là, quand il ne fonctionne pas, il écrit comme conclusion, je crois qu'il écrit, je ne sais pas s'il écrit C0, ou en tout cas, en tout cas, la castration ne perd pas. Donc on pourrait dire que la forclusion de la castration, ça vaut pour l'enfant tant qu'elle n'est pas là, ça vaut pour l'homme loup à ce niveau. Mais je pense, moi, qu'avec l'évolution qu'on peut suivre de sa vie, il la couche, si je puis dire, peut-être sur la fin de sa vie, je ne sais pas, il faudrait regarder de plus près. Donc, pour moi, il n'est pas, pour moi, la forclusion de la castration ne signe pas la psychose. Ce n'est pas une preuve suffisante. Mais ça explique l'allure psychotique. Parce qu'il faut qu'il se débrouille à des moments sans la castration. Là, c'est la certitude paranoïaque. Ce petit moment paranoïaque dont parle aussi bien Lacan que Max Roswig. Bon. Merci. Nathalie, si tu vois les mains, parce que moi je ne sais pas, je ne les vois pas les mains. Alors s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. J'aurais pu dire que, après tout, chacun d'entre nous essaye de s'expliquer avec le réel qu'il est. Que suis-je? Comment on peut répondre à la question que suis-je? On dit, je fais ce métier, je fais ceci, je fais ça. On ne met que des mots. Donc, il y a quelque chose qui fait que ces mots sont jamais suffisants. C'est précisément ce réel. Qu'est le sujet? Parce que le réel du sujet, c'est ce qui n'est ni imaginaire ni symbolisable. C'est pas l'organisme. L'individu que je suis, oui, il a un organisme, une biologie. Je peux vous dire mes pathologies organiques. Je porte des lunettes. Bon, à mon âge, on a plein d'accidents. Bon, on peut dire plein de choses. Mais ça ne dit rien du sujet que je suis. Donc, je dis ça pour dire que le réel que nous sommes est une objection à toute théorie, même à la psychanalyse. Aucune théorie ne va dire par avance ce que je suis. Je suis l'objection qui m'oblige à tordre les concepts pour essayer d'attraper ce réel avec lequel je veux m'expliquer. Moi, je me sers de l'homme loup pour ça. Et je dis ça pour dire qu'il doit y avoir autant d'objections à ce que j'ai dit que vous êtes dans le bandeau dessus. Il devrait y avoir autant de questions que vous êtes. Je ne sais pas si ça facilite les choses de le dire comme ça. Merci. Il y a
Robert Beltran qui a mis le titre du livre de Nicolas Guérin, Logique et politique, et poétique, Mmh. oui, de de l'interprétation. psychanalytique. Hein. Et c'est sur le sens blanc. Le sens blanc, c'est précisément un sens qui ne porte pas avec lui une signification. C'est la poésie. Vous lisez de la poésie, des fois, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, quoi. Mais c'est beau. Enfin, mais le sens, le sens blanc de la poésie est disponible pour accueillir le réel qu'on ne peut pas attraper autrement, quoi. Quand ce n'est pas de la poésie lyrique, hein, parce que la poésie lyrique, ça peut vous vendre du sens à tour de bras. C'est un peu ce que fait Lacan quand on l'écoute. Il y a quelque chose de poétique et pas forcément de compréhensif. Il faut l'écouter comme un long poème, peut-être. C'est très juste, il le dit lui-même. Hein. Il dit, d'ailleurs, il dit même, je suis pas poatassé. Alors, je ne sais pas comment il faut le lire, ce poatassé, c'est un néologisme, parce que s'il avait voulu dire je ne suis pas assez poète, il l'aurait dit. Et je crois qu'il y a quelque chose à entendre, je ne suis pas assez tassé dans le poème. Et plus tard, il dira, mais dans un sens très précis, mais je suis poème. Non pas comme on peut le dire, comme vous vous l'êtes entendu dire, ou moi je me le suis entendu dire, oh toi, tu es tout un poème. Donc quand on vous dit ça, si c'est de l'humour, ça va très bien, sinon, ce n'est pas un compliment. Mais c'est non plus que ça, c'est-à-dire que le poème, quand vous dites que vous êtes poète, on fait encore fond sur le sujet qui parle, qui essaie d'exprimer. Mais poème, je suis passé à l'objet. Vous voyez, ça approche ce réel que j'aimerais pouvoir saisir de mon existence. Donc et Lacan dit ça après avoir dit que la véritable interprétation, le modèle de l'interprétation, c'est l'interprétation poétique chinoise, parce qu'elle fait un usage des mots différent de celui que nous avons là. Nous, quand on dit un mot, il renvoie toujours à un autre mot. D'ailleurs, c'est amusant de voir déjà interpréter le parapluie comme le phallus. C'est toujours réversible. Et pourquoi pas le phallus? Alors, quand on rêve d'un phallus, c'est le parapluie. Qu'est-ce qui arrêterait ça? Ou vous rêvez de Dieu, c'est le Père. Ah, et le Père, c'est Dieu. Enfin, c'est toujours réversible le sens. Et la poésie chinoise, c'est une poésie qui se débrouille pour que justement le sens ne soit pas réversible. Donc il en reste un, il y a un sens, et l'autre, il reste blanc. Et c'est ce blanc qui est disponible pour ce qu'on n'arrive pas à dire. Et je crois que c'est cet effet que vous saisissez quand vous dites de Lacan, mais c'est un poème. Quand il dit c'est un poème. Il y a quelque chose qui se dit là qu'on ne peut pas dire autrement. Comme les silences en clinique dans nos cabinets. Comme le silence, mais vous voyez que pour se taire comme ça, il faut avoir beaucoup parlé. Hein. C'est un silence pour qu'il soit signifiant de ce qu'il peut accueillir et non pas écranté par la plainte de celui qui dit mais vous parlez jamais, vous parlez pas. Je veux dire, ceux qui sont en analyse, ils se plaignent pas, enfin, ils peuvent se plaindre du silence d'analyse, mais je veux dire, il y a un moment où on ne se plaint pas du silence. Il y a des moments où on ne se plaint pas du silence parce que ça fait partie du processus qu'on est en train de, qu'on pourrait dire, de créer soi-même en s'analysant avec l'analyste. Loïc? D'abord, Marie-Jean, grand merci pour ce partage. Je dois vous avouer, je me sens un petit peu en vertige là tout de suite avec ce que vous nous avez partagé. Mais c'est assez un vertige relativement délicieux, hein. Donc, au risque d'en dire trop, de parler trop, je vais quand même assumer de le faire. Euh, Moi, j'aimerais mettre en regard justement un paradoxe que je trouve très, très stimulant dans ce que vous évoquez. Je cite ce que vous nous disiez à un moment donné. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on ne peut dire qu'en mentant? Oui. Donc avec moi, ce que j'en comprends, c'est tout le risque effectivement de venir par l'interprétation forcer ce qui est de l'ordre du fantasme et dans lequel le patient peut avoir besoin de rester à cet endroit de l'indécision pour continuer de se construire dans cette exploration, dans sa construction. Et en même temps, comme vous l'évoquez, vous avez rajouté le qualificatif de policier Ah oui. à votre livre.
C'est un mensonge. C'est vrai qu'à un moment donné, effectivement, il y a ici un paradoxe que je trouve délicieux, c'est que bah, le policier, il va être dans cette injonction de venir interpréter pour forcer la vérité, au risque de l'erreur judiciaire, hein, par ailleurs. Et on se retrouve, nous, effectivement, avec ce que vous évoquez en position d'analyse, dans le risque, eh bien, justement, parce qu'on va insister un peu trop pour la vérité, de venir empêcher un processus essentiel pour le patient. Et moi, Ouais, je fais oui, le lien avec des sujets de ma propre clinique, hein, où je peux, par exemple, avoir un patient qui m'a été adressé, à qui son environnement familial reproche d'être hyper contrôlant, chose qui ne se présente pas dans ses dires par rapport au travail que je fais avec lui, et sur lequel ben, j'ai été amené à me poser la question de savoir jusqu'à quel point je devais aller faire un travail de détective ou au contraire tout simplement accueillir sa parole. Donc c'est la question qui me oui, vient. oui. C'est vraiment, non, non, mais vraiment, c'est une très bonne remarque. Sur euh, un mot sur la vérité, un mot sur policier et un mot pourquoi je l'ai adopté. D'abord, la vérité, pour nous, ça n'est pas le contraire du mensonge, précisément. C'est pas l'exactitude, c'est pas la réalité, c'est pas la justesse, c'est le rapport que le sujet entretient avec ce qu'il ne peut pas dire. C'est le rapport avec le réel qu'il est. Autrement dit, c'est pour ça que dans les 4 discours, quand Lacan les formalise, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une place qui est dite place de la vérité. Ben, la vérité, c'est une place. N'importe quoi peut y venir à un moment donné parce elle soutient quelque chose de ce rapport. Donc la vérité n'a rien à voir avec la science. C'est ça le débat qu'il y a entre la science et la psychanalyse. C'est le débat qu'on pourrait avoir avec des gens comme Borja Jacobsen, Henri Laert et tous les gens qui critiquent la psychanalyse, ou même Onfray ou Benesto, enfin, qui sont vraiment des gens qui disent mais la psychanalyse, ça sera une science quand elle se pliera à l'evidence-based medicine, par exemple, quand elle se pliera aux procédures de validation. Mais les procédures de validation de la science, c'est le calcul. C'est le calcul, et dans une langue qui ne se parle pas d'ailleurs, qui fait que s'écrire. Les procédures de validation de la psychanalyse, c'est la parole. C'est que le sujet accouche de quelque chose de ce rapport. Et vouloir prouver l'efficacité de la psychanalyse, ça a été fait du temps de Freud, hein, par le calcul, c'est vouloir, je crois qu'il n'est pas scientifique de vouloir attraper par les moyens de la science ce dont la science a dû se débarrasser pour se constituer. Parce que la science, pour être objective, elle a dû se débarrasser de la subjectivité. Pour attraper la réalité, elle a dû se débarrasser du réel de la jouissance et tout ça. Pour avoir des lois générales, elle a dû se débarrasser de la singularité. L'individu, ce n'est pas le sujet. Pour faire des calculs, elle doit traiter le particulier, elle ne traite pas la singularité, etc. Bon, ça, c'est le premier point qui est pour nous une balise, disons. La deuxième chose sur le policier, il m'a embarrassé dans un premier temps. Je vous dirai après pourquoi j'en ai eu l'idée. Parce que, précisément, comme vous le dites vous-même, dans cette hésitation entre je fais une enquête, ou bien je l'écoute, quoi. Mais à dire vrai, il faut faire ce qu'il faut faire dans une analyse. Et je me dis qu'il peut se faire à un moment donné que ça passe par l'enquête, hein, au passage. Ça, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, il faudrait éviter que ça ait les effets que Freud a eus. Mais notamment parce que Freud lui-même dit en note, quelque part dans les 5 psychanalyses, et je crois qu'il le dit peut-être à propos de l'homolo, il faut éviter cette histoire d'enquête. Ce n'est pas l'entourage qui va nous informer. Ce que nous dit l'entourage de ce qui se passe, il peut nous dire qu'il y a eu un crime, qu'il a été témoin d'un crime, mais il ne peut pas nous dire la façon dont le sujet vit les choses, dont le sujet les retrouve. Il n'y a pas de levée du refoulement si c'est l'entourage qui dicte. Là, on revient dans un système qui est proche de celui avec lequel la psychanalyse a dû rompre pour s'inventer, qui est celui de la suggestion et de l'hypnose.
Je veux dire, si vous dictez au sujet ce qu'il doit dire. Moi, j'ai vu des patients qui étaient chez moi, qui sont allés faire un tour, des analysants, faire un tour en hypnose et qui reviennent en me disant, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris? On s'en comptait qu'après, donc il faut presque l'oublier pour le retrouver. Bon, ça simplifie pas les choses, hein. Pas toujours en tout cas. Et alors après, pourquoi policier? Il y a, bon, c'est un peu l'histoire de ce livre parce que j'avais publié dans une revue d'ailleurs qui s'appelle Psychanalyse Yetu et dans lequel, dans le prochain numéro, il y aura l'article que j'ai écrit sur l'homme loup et l'argent, disons. J'ai repris un chapitre qui figurait dans le bouquin, mais je l'ai amplifié, disons, pas en longueur, mais en précision sur cette clinique des rapports à l'argent. Mais en reprenant cette série d'articles, je me disais, mais enfin, voilà, j'étais frappé par ce côté inépuisable. Et la traque du réel, ça m'est venu comme vraiment ce qui m'intéressait, d'ailleurs pas seulement dans ce cas, et dans tous les cas. Et là, un de mes amis m'a dit, mais pourquoi tu n'en ferais pas un volume, puisque les éditions de l'Insu s'étaient créées. Moi, ça fait longtemps qu'il m'en avait parlé. Pourquoi tu n'en ferais pas un volume et je crois que c'est lui qui m'a dit sous forme d'une enquête. Et par ailleurs, j'ai un ami qui est auteur de romans policiers. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de lire ses romans. Je ne suis pas très amateur, je n'ai pas trop de temps de lire de romans, mais les siens, je les ai tous lus. Il s'appelle Olivier Truc. Il a écrit, vous voyez, ça se passe dans le Grand Nord. Il vit en Suède. Hein. Et il a écrit Le Dernier Lapon, Le Saut du Loup. Mais c'est vraiment pris dans la culture sami. Et ce qui me frappait chez lui, c'est qu'il met en scène des personnages, un homme, une femme, la police des rêves, quelqu'un qui est de culture sami, quelqu'un qui est un Suédois. Et on voit comment leur psychologie s'accomplit dans l'ouvrage en se fabriquant avec tous les éléments culturels qui sont mobilisés. Il met ça, ce qu'on vérifie dans chaque analyse, mais il met ça, cette articulation du sujet et du social autour de problèmes cruciaux pour les Lapons, pour la société suédoise, finlandaise, russe, puisque si vous connaissez le coin, tout ça, c'est frontalier. Et autour de la culture. Et lui m'avait dit à peu près au même moment, et si on écrivait un roman policier ensemble, parce qu'un jour, je lui avais parlé d'une situation dont moi, je pensais que ça ferait un sacré roman policier, mais je ne veux pas avoir les mêmes histoires que Daoud. Hein. Je ne sais pas si vous suivez ça dans l'actualité, où visiblement, il aurait exploité un cas dont sa femme lui a parlé, et la personne s'y est reconnue, elle porte plainte. Mais encore que, moi, je pense que quand un roman est bien fait, même s'il parle d'un Chinois ou d'un Lapon, s'il est bien fait, on s'y reconnaît. Parce que la structure du sujet, c'est la même. C'est-à-dire qu'il soit Lapon, voilà. Moi, c'est un peu ce que je pense. C'est un peu comme ça que j'évalue la qualité d'un roman. Et donc, je me suis dit, mais alors, je vais le traiter comme un roman policier. Bon, là, traité comme un roman policier, je ne me sentais pas dans la peau d'un flic. Mais je me suis rappelé qu'il y avait des détectives dans la psychanalyse. D'abord, il y a des articles de Freud qui l'impliquent, notamment celui sur, je ne sais pas moi, la psychanalyse en matière judiciaire, je crois. Et puis, c'est Lacan. Lacan a écrit un article à peu près sur le même sujet. Et puis, il y a le détective Dupin, dont Lacan fait grand cas au début de son séminaire sur la lettre volée, puis qui ouvre les écrits. Donc, je me suis dit, allez. Et alors, pour pas qu'on se méprenne, le roman des hommes loups, je me suis dit, pour qu'on voit vers quel fil ça va, c'est-à-dire vers l'enquête, j'ai mis, entre parenthèses, policier. Je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est une édulcoration de policier dans mon esprit. Bon, je ne sais pas comment les éditeurs l'ont pris d'ailleurs, parce qu'ils l'ont pris, ils ne m'ont pas questionné là-dessus. Et je ne crois pas, non, je ne me rappelle pas qu'ils m'aient questionné, mais peut-être dans le livre, j'en dis un petit peu quelque chose. Et
Et j'ai mis le roman des hommes loups, parce que dès que j'ai voulu, alors par contre, faire un peu ce livre, je suis allé regarder un peu mieux les références sur lesquelles je m'étais appuyé. Puis je me dis, mais je ne vais pas relire ça parce que c'est énorme, 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 énorme. Donc j'en ai relu quelques-uns, mais c'est vraiment à chacun son homme loup, hein. Donc moi, j'aurais plutôt voulu le faire un peu universel, quoi, en laissant ouvert une question qui était la sienne et qui est la même que chacun d'entre nous se pose. Bon, c'est un peu ça, la logique de... C'est une belle conclusion, monsieur. Je crois qu'il n'y a plus de questions, personne. Donc, au nom de l'APE, on vous remercie vraiment beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie parce que pour la petite histoire, j'ai été invité dans plein d'endroits, mais c'est la première fois où j'en parle. Merci beaucoup, monsieur, et à très bientôt à l'APE. Passez une On belle espère vous revoir. très Ah vite. ben, qui sait? Merci, moi aussi d'ailleurs. À Ah, très, très vite. merci. À Bonne bientôt. soirée. À bientôt. À très Bonne soirée bientôt. à vous, Merci. merci. Bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir à tous.